Bonjour à tous, nous allons continuer notre incursion dans le monde musulman en parlant de quelque chose qui est essentiel pour eux à l'époque, le commerce. Si vous vous souvenez de ce qu'on a déjà vu dans le début du chapitre, on se souvient que Mahomet était caravanier, étant donné que les Arabes vivent dans une zone qui est désertique, ils sont obligés de faire du commerce régulièrement d'oasis en oasis, et même avec les tribus ou les peuples voisins, ce qui les a obligés très rapidement à s'intéresser au négoce, au commerce avec d'autres peuples. Automatiquement, il va falloir que, à mesure que les expansions territoriales se font, qu'on puisse échanger entre les différentes villes, entre les différents territoires, ce qui va apporter une vraie prospérité, une véritable richesse pour le monde musulman, et surtout qui va permettre d'obtenir un certain nombre de matériaux qu'initialement il n'avait pas, notamment du bois, notamment des produits qui viennent soit d'Occident, soit totalement de l'Extrême-Orient. Tout ça va permettre finalement à ce monde musulman de renforcer sa place, son prestige, de renforcer aussi le pouvoir des califes, puis des différents émirs et différents princes qui vont pouvoir prendre leur succession. Et au fur et à mesure finalement de cette période, le monde musulman devient un véritable carrefour entre l'Europe du Nord, l'Afrique et l'Extrême-Orient. Son positionnement, qui passe de l'Inde jusqu'à l'Espagne, lui permet d'avoir énormément de produits très très différents qui vont pouvoir se diffuser dans l'intégralité de l'Empire, puis des territoires du monde musulman. Ces musulmans vont utiliser différents moyens de locomotion, que ce soit les bateaux, notamment pour aller en Inde, en Chine, qui vont faire du cabotage en suivant le contour des littoraux pour ne pas se perdre en route. Ils vont utiliser aussi notamment les caravanes. On en a déjà parlé, c'est donc ce système où vous avez des animaux qui se suivent à la queue leu-leu pour pouvoir faire du commerce. C'est un modèle qui fonctionne extrêmement bien, puisque ça permet à nos musulmans et à nos marchands principalement de se déplacer en nombre, donc pour éviter finalement les attaques, de se cotiser pour pouvoir engager des mercenaires ou des gardes du corps pour pouvoir les protéger. Ça permet de se rendre service, ça permet aussi d'avoir plus d'animaux pour pouvoir charger au maximum les choses. En cas de tempête de sable, ça permet de réunir aussi les animaux en cercle, les marchands se protègent à l'intérieur, et ça permet de passer la crise sans trop de problèmes, en évitant de se perdre au maximum. Vu la taille du monde musulman, que ce soit l'Empire ou que ce soit par la suite le monde musulman tout simplement, on a besoin de différents moyens de locomotion. Dans nos caravanes, en Occident, on va utiliser des mules, on va utiliser des chevaux. Par contre, dans les zones plus désertiques, ça sera plutôt des dromadaires. Et dans les zones de désert froid, comme notamment le désert de Gobi, tout ce qui sera en direction de la Chine, là, on va utiliser plutôt les chameaux. On adapte au maximum ce commerce pour qu'il fonctionne le mieux possible. Simplement, il faut pouvoir échanger, et ça donne une importance énorme à la ville. Les villes, qu'elles soient initiales ou qu'elles étaient construites par les musulmans, avaient un rôle de favoriser le commerce, aussi bien que la vie religieuse, comme nous en avons déjà parlé. Ce commerce, il va se baser dans différents lieux. Premier lieu initial, le marché. Le marché, c'est ce qu'on appelle le souk chez les musulmans. Plus tard, on emploiera le terme de bazar aussi. Alors, si on fait un petit peu d'étymologie inversée, de nos jours, quand on dit votre chambre est un souk ou votre chambre est un bazar, ça veut dire qu'il y a énormément de choses. Alors soyons clairs, ça veut dire que c'est pas très bien rangé. Et ben ça donne l'idée finalement que les Européens avaient quand ils se rendaient dans les marchés musulmans. Il y a énormément de choses, et surtout ils sont très vastes ces souks. Donc on a un peu tendance d'avoir une espèce de petit labyrinthe dans lequel on peut se perdre. C'est organisé dans le cadre de la ville, mais pour un étranger c'est assez compliqué de s'y retrouver, surtout que ce sont des échoppes souvent à l'air libre, en plus des échoppes traditionnelles. Le souk est généralement situé autour de la mosquée. On en a déjà parlé aussi, pour des raisons très pratiques. Quand on sort de la prière vers 14h, on a faim, donc on va directement se servir dans le souk pour pouvoir manger le plus rapidement possible. Tout ceci finalement doit pouvoir permettre de favoriser le commerce, et on va spécialiser des quartiers avec des zones qui feront plutôt des épices, des zones qui feront plutôt des soieries, puisque les musulmans vont miser énormément, outre les biens de consommation traditionnels, sur des produits de luxe qui vont rentrer aussi dans leur consommation, dans leur alimentation notamment, pour les épices et pour les soins, bien entendu, on en a déjà parlé. Autour de ces souks, vous avez aussi généralement d'autres quartiers qui vont s'agréger petit à petit. Les souks suivent les routes principales qui mènent vers les portes, depuis la mosquée, et vous avez aussi généralement, tout simplement, les marchés aux esclaves. Les esclaves sont une denrée précieuse pour les musulmans. Initialement, elles servent pour pouvoir travailler dans les champs, travailler dans les mines, pour les travaux de force. Et puis petit à petit, après de multiples révoltes et après une adaptation, on va retrouver surtout les esclaves au sein des domesticités. On va leur donner des rôles administratifs, des rôles militaires, qui sont relativement importants. En théorie, un musulman ne peut pas devenir esclave,
même si dans la pratique, avec la loi, il peut y avoir des petites particularités. Par contre, on pousse au maximum les esclaves à devenir musulmans. Ça ne garantit pas qu'ils soient libérés automatiquement. Par contre, ça facilite le fait qu'ils puissent être un jour affranchis, donc libérés. Ça permet de créer un lien. En théorie, on n'est pas censé maltraiter ces esclaves et on leur fait une certaine confiance. C'est ce que je vous disais, notamment les gardes, la sécurité est souvent assurée par des esclaves qui sont pris généralement enfants pour pouvoir assurer une certaine loyauté et pouvoir les lier au maximum. Alors le ratio des esclaves, c'est principalement 2 femmes pour un homme, c'est-à-dire que c'est surtout les femmes qui travaillent. Ce sont les femmes aussi qui remplissent les harems, qui ont des rôles aussi un petit peu particuliers finalement. Et les musulmans vont prendre des esclaves qui viennent de toutes les origines. Si initialement ils vont beaucoup s'en prendre aux populations qu'ils occupent, ils vont aussi prendre des esclaves dans les territoires du Nord, encore une fois les Slaves. Les blonds aux yeux clairs sont relativement prisés. C'est une technique qu'on retrouvera principalement aussi en Turquie, plus tard quand il y aura l'Empire ottoman. Et puis on va chercher des esclaves dans ce qu'on appelle la traite orientale, c'est-à-dire que les musulmans seront les premiers à aller chercher des esclaves noirs au-delà du Sahara, en les échangeant contre du sel, en récupérant de l'or, etc. Nos musulmans vont donc faire du commerce sur la très grande échelle, finalement, c'est ceux qui sont avec les Italiens les plus en avance sur cette activité-là. Et on organise aussi un commerce très très bien, qui est très pratique finalement. Pourquoi? Puisque les marchands, quand ils arrivent dans une ville, on ne les accueille pas forcément initialement dans la ville, mais on construit au-delà des remparts ce qu'on appelle soit un fundouk, soit un caravansérail, comme son nom l'indique. C'est pour les caravanes, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est fermé par des hauts murs pour assurer une sécurité, à l'intérieur de laquelle la caravane va pouvoir se reposer, se relâcher finalement, et aussi où les marchands, souvent d'une même communauté, vont pouvoir se retrouver pour échanger des informations, pour pouvoir se transmettre un certain nombre de produits, mettre en place un certain nombre d'affaires, puisque les marchands, toutes les époques, je vous rappelle, que sont les vecteurs pour transmettre les informations, pour transmettre les nouvelles technologies, et aussi pour assurer finalement une continuité territoriale. À l'intérieur du fundouk et du caravansérail, je vous le disais, on organise le commerce avant d'aller sur le souk pour faire le commerce final. On trouve énormément de produits très différents au sein finalement de ce monde musulman qui donnent une forme de richesse. Notamment, on l'a vu, les épices, les soieries qui viennent de Chine et d'Inde passent assez rapidement, automatiquement par le monde musulman. Et ça va donner une véritable force à ces musulmans qui peuvent finalement imposer énormément de taxes quand ils vont le vendre aux Vénitiens, quand ils vont le vendre aux Européens, qui sont de très gros consommateurs d'épices eux aussi. Même après que le pape ait interdit le commerce avec les musulmans, on y reviendra plus tard dans l'année, les Vénitiens finalement vont contourner ça parce que ça rapporte tellement d'argent qu'ils préfèrent donner des subsides au pape, donc le corrompre, pour faciliter finalement ce commerce avec le monde musulman, dont on ne peut pas se passer. Finalement, il est automatique et ça lui donne une force essentielle à toutes les époques. Ça va lui permettre de s'enrichir, ça va lui permettre de s'armer, ça va lui permettre de se développer, et ça va aussi renforcer finalement le poids des villes qui deviennent des lieux essentiels, aussi bien pour les activités que pour la politique, mais surtout pour la religion. Et donc finalement, ce commerce devient un élément fusionnel, essentiel et totalement intégré à ce monde musulman à toutes les époques. Je vous remercie de votre attention. On va se retrouver un petit peu plus tard pour d'autres leçons. Et je vous dis à très vite. Au revoir.